un ruban de velours, une truffe empoisonnée, et un doux secret que personne n'avait vu venir. Bienvenue dans Contes policiers. Je suis votre hôte, Milandou, écoutez-vous? Dites-le-moi dans les commentaires, cela me réchauffe le cœur. De voir cette communauté grandir, merci d'en faire partie. Commençons. C'était le genre de matinée digne d'une carte postale anglaise. Le soleil baignait doucement les haies ondulantes, l'air était imprégné du doux parfum de digital et de lavande, et le chant des oiseaux résonnait doucement dans les tilleuls. Dans le village de West Compton, des banderoles flottaient sur la verdure, et les tables à tréteaux grinçaient sous le poids des confitures, des gâteaux et des sandwichs aux concombres en conserve à la croûte parfaitement gaufrée. Les enfants couraient après les cerceaux, les dames de l'Institut des femmes organisaient les lots de la tombola, et le colonel Fortescue, toujours au sifflet, dirigeait la tombola avec une vigueur militaire exagérée. C'était, en bref, la fête annuelle de l'été, un élément incontournable de la vie du village, aussi prévisible que le lever du soleil ou l'arrivée tardive de la moelle osseuse primée du révérend Hill. Et cette année, le clou du spectacle n'était pas le chapiteau d'horticulture, ni les concours de chiens de berger, mais une nouveauté et une animation passionnante. Une démonstration de chocolat par M. Étienne Lenoir, un artisan belge récemment arrivé au village dans un climat quelque peu nuageux. Personne ne savait précisément pourquoi il avait quitté Anvers. Pour affaires avec une femme, vous savez comment sont les choses, murmura Madame Topham. Mais tous s'accordaient à dire que ces truffes artisanales étaient divines. Un véritable péché, ronronna Madame Fanchot en léchant un peu de ganache noire sur son doigt, avec un plaisir bien trop grand pour une compagnie polie. La manifestation se tenait sous un pavillon de toile blanche près de la roseraie. Les villageois s'y pressaient pour observer M. Lenoir opérer son alchimie avec la crème et le cacao. C'était un bel homme, aux yeux noirs et à l'allure spartiate, doté d'un charme à la limite de l'inconvenance. Il parlait avec un accent riche et rauque et une humilité éprouvée qui faisait rougir la femme du pasteur comme une écolière. Miss Marple, assise au fond sur une chaise pliante à portée de la salle paroissiale, l'observait avec son intérêt habituel. Elle avait déjà rencontré ce type de personne, plus de fois qu'on ne l'aurait cru. Un homme qui jouait la modestie, mais observait son public avec l'œil prudent de quelqu'un habitué à être adoré ou craint. « Quel régal, n'est-ce pas, Jane ?» dit Madame Bambury en s'éventant avec un programme. « Tout à fait, » murmura Miss Marple, « mais je me demande si ses mains sont aussi propres qu'elles le paraissent. » Le commentaire passa inaperçu, un éclat de rire général suivit une des fioritures de Lenoir. Il venait de verser du chocolat fondu dans des moules en forme de petits boutons de rose. « Ce sont mes truffes de minuit spéciales, » annonça-t-il, qu'infusées d'un soupçon d'absinthe. La file d'attente pour les déguster fut immédiate et passionnée. Personne ne remarqua que Lenoir, tout en souriant et en servant, jetait de temps en temps un regard vers le fond de la tente, la bouche légèrement pincée à chaque fois. Miss Marple le remarqua. Elle remarqua également le départ plutôt brusque de la jeune Alice Longworth, la fille de l'organiste, devenue pâle comme de la porcelaine à la vue de la chaîne de montre en argent du chocolatier. Un détail singulier, certes. La fête reprit son rythme joyeux après la démonstration, et M. Lenoir prit une pause bien méritée derrière le pavillon. Certains disaient qu'il fumait, d'autres qu'il préparait un autre plateau de délices. Lorsque la cloche du tirage au sort sonna, il n'était toujours pas réapparu. 15 minutes plus tard, Madame Fanshawe, voulant seulement lui demander une dégustation privée, écarta le rabat de la tente et cria « Miss Marple, à qui on venait, de remettre un pot de chutney aux groseilles primées, le posa soigneusement sur une table voisine et se retourna non pas avec alarme, mais avec la solennité tranquille de quelqu'un qui avait déjà entendu ce genre de cri. Monsieur Étienne Lenoir était affalé sur une caisse, son élégante cravate teintée d'un riche marron. Un parfum de cacao et de métal flottait dans l'air.
Le bol en argent contenant les truffes de minuit reposait sur l'herbe à proximité, intacte. « Meurtre », murmura le révérend Hill, comme si prononcer ce mot pouvait invoquer le diable lui-même. Miss Marple s'avança délicatement devant la foule qui s'amassait. Elle ne regarda pas le corps longtemps. Son regard s'était déjà porté sur la légère tache verte sur le manche du couteau, sur le parasol abandonné près de la corde de la tente, sur le talon cassé d'une chaussure discrètement nichée, sous la table. Elle pencha la tête et dit, presque pour elle-même, « Comme c'est malheureux et comme c'est humain. Voulez-vous que je continue avec section 2 ?» Le village réagit, suivant, où vous avez dit, pour générer chaque section, de manière fluide et cohérente, vous devez utiliser une commande structurée après chaque partie générée. Voici ce qu'il faut dire après chaque section. Comment générer la section suivante? Pour la section 2 et les suivantes, dites. Maintenant, générez la section X de l'histoire en assurant une continuité fluide avec la section précédente. Conservez le même rythme, le même développement des personnages et la même accumulation de mystères sans révélation prématurée. Gardez un nombre de mots constant en faisant progresser le récit naturellement tout en menant à la section suivante. Pour la section finale, conclusion, dites « Maintenant générez la section finale de l'histoire en assurant une résolution satisfaisante. Conservez la progression logique des indices et des arcs narratifs en livrant la révélation. Finale en douceur tout en gardant une fin percutante et fidèle au style du détective. » ChatGPT a dit « Compris. Je suivrai cette structure pour toutes les sections à venir afin de garantir un rythme et une narration cohérents. Maintenant, générez section 2 de l'histoire en assurant une continuité harmonieuse avec la section précédente. Maintenez le même rythme, le même développement des personnages et la même accumulation de mystères sans révélation prématurée. Maintenez un nombre de mots constant en faisant progresser le récit naturellement tout en menant à la section suivante. Vous avez dit Section 2, 1200 mots ChatGPT a dit, titre, Miss Marple et le chocolatier qui a fabriqué sa dernière truffe. Section 2, le village réagit. Murmure sur le vers la nouvelle se répandit à West Compton plus vite que le son de la cloche du clocher. À l'arrivée du gendarme, le jeune Peter Crosby, à peine en âge de se raser et certainement pas préparé à un homicide, la fête avait changé de ton. Les stands étaient à moitié abandonnés, les billets de tombola flottaient sur l'herbe comme des confettis lors d'un enterrement, et l'arôme de génoise et de crème d'Evonne fut rapidement remplacé par l'odeur métallique du sang et de l'incrédulité. « Je n'ai jamais rien vu de tel », murmura Madame Draper, la femme du boulanger, qui s'était autoproclamée chroniqueuse officieuse de la fête et racontait maintenant la scène avec un sens dramatique aiguisé par des années de visionnage de thrillers en matinée. Un instant, il verse du chocolat en souriant, et l'instant d'après, il est mort de froid. Il y a quelque chose de bizarre chez les étrangers en gilet fantaisie. Croyez-moi, Étienne Lenoir était un invité dans ce village, rétorqua Madame Fanchot, toujours attachée aux convenances, du moins en public. Il ne faut pas médire des morts. Renifla Madame Draper sans broncher. Je ne dis pas de mal, je dis la vérité. Il était un peu trop charmant à mon goût, toujours souriant aux jeunes filles, et vous avez vu comment il parlait à la femme du pasteur, comme s'il savait tout. Un petit groupe de villageois s'est rassemblé devant la tente chocolat, désormais délimitée par l'agent Crosby avec une corde de jardin et un avertissement sévère de ne pas troubler la scène. La plupart ont obéi, même si le major Ellicott a dû être physiquement empêché de soulever le rabat de la tente juste pour jeter un coup d'œil. Au milieu de la pelouse, une table à tréteaux avait été transformée à la hâte en poste de commandement, avec du thé froid, des notes griffonnées sur des serviettes et un pot de chutney ouvert que quelqu'un avait oublié de réclamer. Crosby faisait les 100 pas, nerveux, visiblement dépassé. Miss Marple était assise tranquillement sous un parasol, ses mains gantées autour d'une tasse de limonade tiède. Elle ne parlait à personne en particulier, peut-être seulement à elle-même.
Je suppose que ce n'était qu'une question de temps, songea-t-elle en observant la foule. Un meurtre ne commence jamais par l'acte, il commence par une série de petites gentillesses ou de cruautés. Pendant ce temps, les villageois élaboraient des théories comme des abeilles dans une ruche perturbée. C'était l'absinthe, insista le révérend Hill, le visage remplissé par l'inquiétude. Une substance diabolique. Les chocolats devaient être empoisonnés. C'est étranger, vous savez. Pas du tout sûr. Non, non, dit mademoiselle Pritchard, l'institutrice. Célibataire. C'est clairement un triangle amoureux. Ce genre de relation est toujours source de scandale. Je l'ai vue se promener avec Alice Longworth jeudi dernier, et elle est de mauvaise humeur depuis. Mais c'est presque une enfant. Dit madame Fanchaud. Et il n'y a pas de triangle. À moins que quelqu'un d'autre, madame Fanchaud, interrompit madame Bambury en baissant la voix. Vous ne pensez pas que ça aurait pu être elle? La jalousie peut rendre une fille folle. De l'autre côté de la pelouse, la jeune Alice elle-même avait émergé, escortée par son père anxieux, M. Longworth. Son visage était pâle et tiré, ses yeux rougis. Elle ne parla à personne tandis qu'on l'emmenait, mais Miss Marple remarqua la force avec laquelle ses doigts serraient son sac à main, les jointures blanches et tremblantes. Je suppose que c'est le genre de chose qui va attirer l'attention. « De Scotland Yard », murmura le colonel Fortescue visiblement ravi à l'idée. « Sale affaire, un meurtre lors d'une fête. Mauvais pour le tourisme. » « Oh, espèce de vieille goule !» siffla sa femme. « Pense à la famille. Si seulement Monsieur Lenoir en avait une. »« C'est vrai, » dit Miss Marple d'une voix douce, presque trop basse pour être entendue. « Il a parlé d'une sœur, je crois, à Lyon, une fille plutôt futée d'après lui, adepte des opinions, tranchée et du parfum de lilas. » Madame Draper cligna des yeux. « Il l'a dit ?» Miss Marple sourit simplement. En fin d'après-midi, la fête avait été officiellement annulée, les banderoles arrachées et les pots de confiture rangés. La police avait retiré le corps, discrètement enveloppé dans une bâche, et procédé à l'enlèvement avec une solennité qui semblait plus cérémonielle qu'efficace. Seule une poignée de villageois restait sur la place, parlant à voix basse et regardant par-dessus leur épaule, comme si l'air lui-même pouvait les accuser. L'agent Crosby, carnet à la main, s'approcha de Miss Marple avec un mélange de révérence et de désespoir. « Mademoiselle Marple, je me demandais si vous aviez remarqué quelque chose d'anormal ?» Elle leva les yeux vers lui avec gentillesse, ses yeux bleus pétillants de ce qui aurait pu être de l'amusement ou quelque chose de plus profond. « Oh, Peter !» dit-elle en utilisant son prénom, comme le ferait une tante bienveillante. « J'ai remarqué beaucoup de choses. Qu'elles soient bizarres ou non dépend plutôt de la vision que l'on a de la nature humaine. Dis-moi, sais-tu qui a déplacé le parasol derrière la tente chocolatée ?» Crosby cligna des yeux. « Un parasol ? Oui, il était posé debout à côté de la table le matin. En milieu d'après-midi, il était à plusieurs mètres de... là effondré dans l'herbe. C'est étrange comme les choses bougent quand personne ne regarde. « Je vais demander, » dit-il en griffonnant cela comme un évangile. « Merci. » Miss Marple hocha doucement la tête. « Je serais aussi curieuse de savoir qui a quitté la fête pendant la manifestation. Il y avait une jeune femme. Elle semblait bouleversée. Mademoiselle Longworth ?» Crosby parut alarmé. « Ce n'est qu'une fille. Il y a tellement de meurtriers. » répondit agréablement Miss Marple. Puis elle sirota sa limonade. Crosby blêmit. « Tu crois qu'elle... » « Je pense, » dit Miss Marple en se levant lentement et en ajustant son chapeau de paille, « qu'il ne faut rien présumer, surtout pas la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un en fonction de sa jeunesse ou de sa beauté. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un gâteau au four et un chat curieux à nourrir. » Alors qu'elle s'éloignait, le gendarme la fixait du regard, déconcerté. À travers le village, les fenêtres s'illuminèrent une à une à la tombée de la nuit. Les rideaux furent tirés, le thé servi, et derrière chaque porte, quelqu'un murmura qu'il y avait un meurtre. Certains sous le choc, d'autres par peur.
et certains se sentent coupables. Miss Marple ne rentra pas immédiatement. Elle prit plutôt le long chemin à travers les haies, dépassant une dernière fois le bord de la tente en chocolat. Une pie surgit de dessous, la surprenant un instant. Elle s'arrêta, les yeux scrutant l'herbe. Une truffe gisait là, intacte et inodore. Elle se pencha, l'examina, et l'enveloppa soigneusement dans un mouchoir en lin. « Curieux », murmura-t-elle. « Très curieux, en effet. Maintenant, générez section 3 de l'histoire, en assurant une continuité harmonieuse avec la section précédente. Maintenez le même rythme, le même développement des personnages et la même accumulation de mystères, sans révélation prématurée. Maintenez un nombre de mots constant, en faisant progresser le récit naturellement tout en menant à la section suivante. Vous avez dit « Section 3, 1200 mots, ChatGPT a dit ». Titre « Miss Marple et le chocolatier qui a fabriqué sa dernière truffe ». Section 3. Enquête précoce. Le murmure sous la douceur le lendemain matin, l'aube était grise et maussade, comme si le ciel lui-même avait pris le dessus sur le malaise du village. Une légère bruine de pluie brillait sur les fenêtres du cottage de St. Mary Mead, et Miss Marple, toujours matinale, était déjà assise à sa petite table de petit déjeuner, penchée sur son repas. Le Times avec un pot de Darjeeling faible et une seule tranche de pain grillé avec de la confiture de prunes. Son tricot était resté intact. Dehors, la bruine adoucissait les contours de West Compton, brouillant les grilles des jardins et les haies, mais rien ne pouvait ternir la clarté des rumeurs une fois qu'elles s'étaient installées. Le village était en effervescence. En milieu de matinée, les visiteurs avaient déjà commencé leur visite polie, mais directe. Madame Bunbury fut la première à venir, apparemment pour rendre un moule à gâteau emprunté, mais elle le reposa sans un mot et se lança aussitôt dans sa théorie. C'était du poison. Dans les chocolats, forcément. Madame Fanchot a dit qu'il n'avait même pas l'air surpris, juste affalé, juste au-dessus de cette caisse. Quel drame! Miss Marple offrit du thé à son invité et refusa de spéculer. « Il est bien trop tôt pour se livrer à des suppositions, ma chère. Il faut toujours laisser les faits guider les émotions, et non l'inverse. » Madame Bunbury ricana doucement. « Allons, Jane, tu ne penses pas que la fillette y soit pour quelque chose ?» La jeune Alice. Tout le monde a vu son étonnement. « Elle avait raison, » répondit Miss Marple. « Le choc affecte les gens différemment. Je me souviens d'un garçon boucher qui s'est évanoui un jour à la vue d'une oie en train de saigner, et pourtant, il est devenu chirurgien. Il ne faut pas juger hâtivement parce que quelqu'un réagit émotionnellement. Ou pas. » Comme si elle avait été appelée par le nom, la visiteuse suivante fut Alice Longworth en personne. La pauvre fille arriva sans prévenir, les joues pâles et les yeux écarquillés. Elle serrait son sac à main comme une bouée de sauvetage. « Je ne savais pas à qui d'autre m'adresser, » dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je ne pense pas qu'il me croie, Miss Marple. Asseyez-vous, ma chère, » dit doucement Miss Marple en désignant la chaise près du feu. « Voulez-vous du thé ?» Alice hocha la tête. « Oui, s'il vous plaît, je suis désolée. J'ai quitté la fête tôt hier. Je ne me sentais pas bien. J'avais l'air terriblement suspecte. Tu avais l'air effrayée, » corrigea doucement Miss Marple en versant le thé. « Non coupable. Il y a une différence même si tout le monde ne la voit pas. Je ne savais pas qu'il serait là, » dit Alice rapidement, comme si elle avait répété. « Enfin, j'avais entendu parler de la démonstration de chocolat, mais je n'avais pas cru que ce serait lui. » Le ton de Miss Marple ne changea pas. Vous connaissiez Monsieur Lenoir avant son arrivée à West Compton. Un silence s'installa entre eux. Dehors, un moineau solitaire filait sous la haie ruisselante. « Oui, » admit finalement Alice. « Je l'ai rencontré à Londres, l'hiver dernier. J'étais chez ma tante à Hampstead. Elle pensait que ce serait bien pour moi de découvrir le monde, Étienne. Il était très charmant. Il m'a emmené prendre le thé, il m'a dit des choses. Mais je n'aurais jamais cru. Je ne pensais pas qu'il me suivrait.
Est-ce qu'il t'a menacé? Non, répondit Alice rapidement. Non, mais il m'effrayait. Pas avec ses mots, avec son regard sur les gens, comme s'il les pesait constamment, mesurait ce qu'ils pouvaient lui apporter. Miss Marple remuait pensivement son thé. Était-il amoureux de toi? Alice eut un rire doux et amer. Il a dit que oui, mais ça ne ressemblait pas à de l'amour, plutôt à de la possession. As-tu mis fin à la relation? Je ne l'ai jamais appelé comme ça, dit Alice. C'est lui qui l'a fait. J'ai juste arrêté de répondre. Et quand il est arrivé, je n'arrivais plus à respirer. Miss Marple tendit la main et toucha doucement celle de la jeune fille. Tu n'as rien fait de mal, Alice, mais tu dois être honnête maintenant. A-t-il menacé de révéler quoi que ce soit sur ton séjour à Londres? Alice hésita. Il y avait une lettre. Je l'ai brûlée. Il disait qu'il pouvait ruiner ma réputation. Mais je n'en ai parlé à personne. Je ne voulais pas que Père le sache. Miss Marple lui serra la main une dernière fois. Tu as bien fait de venir. Mais pour l'instant, repose-toi. Reste près de chez toi. Laisse la vérité trouver sa propre lumière. Une fois Alice partie, Miss Marple resta un long moment près de la fenêtre regardant la pluie ruisseler sur la vitre. Le village cachait quelque chose. C'était certain. Mais pas seulement Alice. Non, il y avait eu trop de regards en coin la veille. Trop d'expressions rapidement modifiées à l'annonce du décès. Plus tard dans la journée, elle rendit discrètement visite à la gendarmerie du village. L'agent Crosby l'accueillit d'une révérence maladroite, son bureau encombré de paperasse. Une bouilloire bouillait quelque part et une légère odeur de chaussettes bouillies flottait dans l'air. Mademoiselle, Marple, je voulais vous rendre visite. Je suis sûre que tu étais occupée, dit-elle. Je voulais simplement rapporter quelque chose que j'ai trouvé près des lieux. Elle sortit la truffe enveloppée dans un mouchoir. Crosby l'accepta avec précaution. Un de le noir? Je crois que oui. Laissé derrière, mais pas touché. Curieux, tu ne trouves pas? Crosby fronça les sourcils. On attend les nouvelles du coroner. Je ne sais pas si c'était du poison ou... Enfin, c'était une lame tranchante, c'est sûr. C'est quand même étrange de tuer un homme aussi publiquement, alors qu'on pourrait l'empoisonner tout aussi efficacement et discrètement, dit Miss Marple. Tu penses que le tueur voulait en faire un spectacle? Elle sourit. Non. Je pense que le tueur n'avait pas le choix, ou peut-être que quelqu'un a paniqué. Crosby parut découragé. On aurait dit un vol. Sa montre à gousset avait disparu. Un objet de valeur? Argent. Rien de trop grandiose. Miss Marple fronça les sourcils. C'est étrange. Il était très fier de cette montre. Il a dit à Madame Fanshawe que c'était un héritage familial, l'une des rares choses qu'il avait rapportées de Belgique. Cela pourrait être le mobile, ou la distraction, murmura-t-elle. Elle remercia Crosby et retourna dans les ruelles, parapluie levé pour se protéger de la bruine, ses chaussures s'enfonçant doucement dans la terre humide. Elle repassa devant la tente chocolat, désormais affaissée et désolée, tel un monument à l'innocence gâchée. Le soir, le rapport du coroner est arrivé. Cause du décès, blessure par arme blanche au cœur. Aucune trace de poison détectée dans l'estomac. Chocolat confirmé sans danger. Le village exhala sans toutefois être soulagé. Le meurtre avait été délibéré, personnel et peut-être même planifié. Alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Miss Marple s'assit de nouveau à son tricot, ses aiguilles claquant doucement à la lueur du feu. Mais ses pensées étaient bien loin de la laine et des mailles. Quelqu'un avait tué Étienne Lenoir, et elle commençait à soupçonner que cela n'avait rien à voir avec l'amour ou les chocolats. C'était lié à la honte et au secret, et peut-être à une vieille trahison enfouie dans le passé, celle de quelqu'un qui souriait désormais trop facilement, ou pas du tout. 2 jours après la fête, le ciel s'éclaircit, mais la tension à West Compton demeurait aussi intense qu'une tarte à la mélasse trop longtemps restée dans l'assiette. Le village, malgré ses jardinières et ses toits de chaume,
était devenu un lieu de rideaux soigneusement tirés et de silence soudain dès que des pas passaient trop près. Personne ne le disait à voix haute, mais la joyeuse routine de la bienveillance entre voisins avait cédé la place à un calcul silencieux. Qui parmi nous aurait pu le faire? C'est l'agent Crosby qui fit le premier pas officiel. Il n'arrêta personne. West Compton n'était pas le genre d'endroit où l'on menotte les gens et où l'on les fait défiler dans la rue principale. Mais il demanda à Alice Longworth de s'entretenir en privé. Cela suffisait. À l'heure du thé, la nouvelle avait fait le tour de la boucherie pour se propager chez la modiste et vice-versa. « Elle pleure tous les jours depuis la fête », dit Madame Topham à Madame Draper en mangeant l'orange Péco. « Elle ne mange même pas. Et cette fille a généralement un appétit de cheval. »« De la culpabilité, » dit Madame Draper avec fermeté. Elle le connaissait, et elle l'a admis. Ce genre de choses ne cadre pas avec le nom de Longworth. Son père doit être hors de lui. En vérité, M. Longworth était hors de lui, mais plus de colère que de chagrin. Lorsque l'agent Crosby lui demanda d'accompagner Alice au poste pour une interview discrète, l'organiste était devenu tout rouge et avait cité des passages bibliques, à haute voix. « C'est une bonne fille, une fille pieuse. Si tu penses qu'elle a quelque chose à voir avec ça, cet homme-là mort, alors tu as perdu la tête. » Miss Marple, qui était en train de livrer un panier de scones à la femme du vicaire à ce moment-là, vit le visage pâle et abattu d'Alice à travers la fenêtre du salon et pensa « Le premier suspect est toujours celui qui a déjà été blessé par le monde. Les vrais coupables savent mieux cacher leurs tâches. » Elle ne se rendit pas au commissariat ce matin-là, ni ne rendit visite à Alice sitôt. Elle rendit plutôt une visite discrète à Madame Fanshawe. La veuve Fanshawe, bien que largement 70, en passé, conservait l'allure d'une femme ayant autrefois dîné avec des membres de la petite famille royale, et n'ayant jamais vraiment accepté que cette époque était révolue. C'était aussi, comme le savait Miss Marple, une incorrigible romantique, avec un faible pour tout homme à l'accent étranger et au passé sombre. Étienne was enchanteur, dit-elle en reniflant son mouchoir bordé de dentelle. De telle, que c'est, de telle manière, et la façon dont il tenait son fouet. J'avais entendu dire qu'il était très populaire auprès des dames, dit Miss Marple d'un ton doux. Madame Fanshawe rougit légèrement. Eh bien, on a parlé, bien sûr, mais c'était du flirt inoffensif. Il venait le mercredi, tu le savais? Il m'apportait des échantillons, des truffes à la lavande, des crèmes à l'eau de rose. Oh, et celle à la cardamome tellement audacieuse. Saviez-vous qu'il avait eu une liaison avec une fille de Londres? Demanda doucement Miss Marple. La femme plus âgée haussa les sourcils. Londres, ma chère, je ne serais pas surprise qu'il ait été impliqué dans la moitié des capitales européennes. Mais oui, il mentionna un jeune admirateur devenu intense. C'est le mot qu'il a utilisé. Il a dit qu'elle lui envoyait des lettres. Il en a ri, bien sûr. Mais je voyais bien que ça le dérangeait. Miss Marple hocha la tête. A-t-il déjà mentionné avoir été menacé? Oh non. Bien au contraire. Il se prenait pour sa victime. Il disait que les gens du village ne comprenaient pas sa passion. Il disait qu'il avait quitté la Belgique parce que quelqu'un l'avait trahi, un apprenti, je crois. Il l'avait volé. Il avait des ennemis, Jane. Oui, répondit Miss Marple d'une voix douce. La plupart des gens charmants le font. Le même après-midi, Miss Marple fit un tour dans les boutiques du village, ostensiblement pour récupérer du fil à broder, mais en réalité pour récupérer quelque chose de bien plus précieux, la conversation. Chez l'épicier, elle entendit la jeune Madame Jeffers marmonner à propos d'une dispute entre le noir et le colonel, quelque chose à propos d'argent dû ou d'ingrédients non livrés. Le chocolat Est-Passe, c'est bon marché, tu sais. À la poste, le vieux monsieur Hewitt laissa échapper qu'il avait vu un homme rendre visite à le noir tard, un soir, la semaine précédente. Je n'ai pas vu son visage, mais il n'était pas du coin il boitait. Et à la boulangerie, elle apprit par la servante, à peine 16 ans et avide de bavardage,
que Monsieur Lenoir avait fait un gros retrait à la banque 3 jours avant la fête. Il a dit qu'il devait payer un fournisseur, mais il était nerveux. Il n'arrêtait pas de vérifier l'heure. Il est parti sans sa monnaie. Ce soir-là, Miss Marple rentra chez elle avec bien plus que du fil. Elle étala ses notes, discrètement inscrites dans son carnet de jardinage, et examina les personnages. Alice Longworth, effrayée, certes, mais avec raison. Elle avait été manipulée, peut-être même victime de chantage, et pourtant sa peur semblait sincère, non calculée. Madame Fanshawe, fascinée, protectrice, mais trop fière pour tuer. À moins qu'elle n'ait été abandonnée, Colonel Fortescue avait des problèmes d'argent, murmurait-on, et son caractère était aussi vif que sa moustache était longue. Un visiteur inconnu, quelqu'un du passé de Lenoir, un apprenti trahi, un amant jaloux, un créancier, un coup sec à sa porte, interrompit ses pensées. C'était encore Crosby, chapeau à la main, la pluie sur son col. « Mademoiselle Marple, j'ai pensé que vous aimeriez le savoir. Nous reportons l'inculpation de Mademoiselle Longworth. Le rapport du coroner, eh bien, ça complique les choses. »« Comment ça ? Aucun signe de lutte, dit-il, et l'angle de la blessure suggère que le tueur se tenait tout près, très près, presque comme s'il ne s'y attendait pas. Quelqu'un en qui il avait confiance, dit Miss Marple. Exactement. Et ces empreintes n'étaient pas sur le couteau. On cherche toujours la montre. Oh oui, la montre. Miss Marple plissa les yeux. Laissez-moi vous demander quelque chose, Peter. Quelqu'un a-t-il fouillé le bureau du colonel Fortescue? Crosby cligna des yeux. Pourquoi devrions-nous? Il devait de l'argent. Il avait accès au lieu de la fête, et il est connu pour ses sautes d'humeur, mais surtout, il se prend pour un patriote. Et Monsieur Lenoir, pour un homme comme le colonel, aurait pu apparaître comme une menace. Ce n'est pas grand-chose, Miss Marple. Non, dit-elle en se levant de sa chaise et en prenant son châle. Mais bon, la plupart des meurtres ne commencent pas par grand-chose, juste une tasse de thé fêlé, ou une promesse oubliée. Le lendemain matin apporta un vent frais et un changement subtil mais indéniable d'humeur au village. Les rumeurs abondaient encore, échanges chuchotés chez le boulanger, regards soupçonneux échangés le long des sentiers, mais quelque chose d'autre commençait à s'insinuer sous la surface. Le doute. La certitude qui s'était si vite installée autour de la culpabilité d'Alice Longworth commençait à vaciller. Miss Marple, cependant, n'était pas du genre à se laisser distraire par le vent de l'opinion publique. Elle passait les premières heures dans son salon à retourner une pensée qui s'était logée dans son esprit comme un point de suture tenace. La truffe. Elle le sortit de son mouchoir et le déballa avec précaution. Il avait légèrement séché, sur les bords, mais conservait sa forme et un léger parfum floral sous le riche cacao. Contrairement aux autres, prisés et dévorés sur la pelouse de la fête, celui-ci n'avait pas été touché, ni piétiné, ni mordu. Délibérément, évité ou oublié. Elle le serra plus fort et l'examina de plus près. Il y avait quelque chose juste sous la ganache, un petit éclat, à peine visible, pas plus gros qu'une tête d'épingle. D'un geste délicat, elle en gratta un coin avec la pointe d'un coupe-papier en argent. Un fil. Non, pas seulement un fil. Timbrine de soie, vert pâle, incroyablement beau. Miss Marple cligna des yeux et se rassit. De la soie. Pas celle qui s'effilochait sur une écharpe ou s'accrochait à une manche. Non, c'était de la soie à broder, celle utilisée pour le petit point. Et rares étaient les femmes à West Compton qui pratiquaient encore un art aussi délicat et en voie de disparition. Elle se leva, ouvrit un petit tiroir sous sa table à coudre et en sortit sa carte de fils. Numéro 243. Brume verte. Une correspondance. Exact, Miss Marple ne se pressa pas. Elle se prépara un petit déjeuner convenable, un œuf à la coque et 2 toasts. Elle lut la moitié d'un article sur le projet de loi de réforme agraire avant d'enfiler ses gants et de pénétrer dans le village.
Sa première visite fut au cottage de Miss Pritchard. L'institutrice habitait une maison jumelée bien rangée, bordée de roses trémières, les fenêtres obscurcies par des rideaux de dentelle et le salon imprégné d'un parfum de cire à la lavande. Elle ouvrit la porte vêtue de son habituel cardigan gris et de sa jupe marron, ses lunettes perchées sur le bord de son nez comme deux oiseaux prêts à s'envoler. « Miss Marple, je n'attendais personne si tôt. J'espère ne pas vous déranger dans votre matinée, dit Miss Marple d'une voix douce. Seulement je me suis retrouvée avec une question de broderie plutôt curieuse, et je me suis rappelé que votre petit point remporte toujours autant d'éloges lors des expositions de village. Ah bon? Mademoiselle Pritchard cligna des yeux, flattée malgré elle. Oui, eh bien, c'est un art en voie de disparition, non? Les jeunes filles d'aujourd'hui ne reconnaîtraient même pas une aiguille à tambour si elle tombait dans leur tasse de thé. Miss Marple rit poliment. Tout à fait. Je me demandais si vous classiez vos fils par numéro ou par teinte. À l'ombre, bien sûr, dit mademoiselle Pritchard en s'écartant pour la laisser rentrer. Venez, je vais vous montrer. J'ai une magnifique verte. Elle vient de Bruges, croyez-moi. Mon cousin me l'a rapportée. Terriblement rare. Miss Marple la suivit dans le modeste salon, passant devant le canapé usé et le meuble en acajou garni de cygnes en porcelaine. Le plateau à broderie était posé près de la cheminée, ses fils disposés avec un soin obsessionnel. Miss Marple parcourut les rangées du regard avec aisance. Et voilà, brume verte, numéro 243, Bruges, en effet. « Quelle jolie couleur !» murmura Miss Marple. « L'utilisez-vous souvent ?» Mademoiselle Pritchard hésita. « Je l'ai fait, pour une housse de coussin sur laquelle je travaillais, mais je n'y ai pas touché depuis des semaines. » Pas pour la tante chocolat, alors. L'expression de mademoiselle Pritchard vacilla. « La tante ?» J'ai juste remarqué que quelqu'un avait fait quelques réparations là, autour du bord de l'auvent. Un fil vert, comme ça. Mais c'était peut-être une coïncidence. L'institutrice reprit vite ses esprits, les mains derrière le dos. « Ouais, peut-être. » Mais la réponse est venue trop vite. Miss Marple n'insista pas. Elle admira la broderie, complimenta le coussin et prit congé. Mais son esprit était hanté par les questions. Pourquoi un morceau de fil de soie était-il incrusté dans l'une des truffes de Lenoir? Qui les aurait touchés après leur fabrication? Ou plus inquiétant encore, avant? De retour sur la route, elle rencontra la femme du vicaire, Madame Pembroke, qui se dépêchait avec son agitation habituelle. « Jane, ma chère, quelle horreur, n'est-ce pas? On dit que la police a interrogé le colonel ce matin. »« Vraiment ?» demanda Miss Marple en haussant les sourcils. « Et qu'a-t-il dit ?»« Oh, j'ai tout nié, bien sûr. J'ai fait grand bruit à propos de honneur et patriotisme. Apparemment, il a dit que tout cela était un complot étranger. Quel homme horrible. Pourtant, je suppose qu'il ne serait pas le premier à penser qu'un Français mérite un peu de châtiment. »« Belge, » corrigea doucement Miss Marple. « Eh bien oui, mais vous savez comment sont ces vieux soldats. Tout ce qui n'est pas né dans le Surrey leur est étranger. »« Avez-vous entendu parler de la montre disparue ?» demanda Miss Marple d'un ton désinvolte. « Oh oui, mais écoutez, c'est intéressant. J'ai entendu dire qu'il vendu au moins quelqu'une essayée. Il y avait un homme à Market Hexley hier qui demandait une évaluation chez le bijoutier. Et la montre a-t-elle été identifiée? Pas encore. Mais ils ont dit qu'il y avait une gravure. Quelque chose en français. » Miss Marple hocha la tête. Lenoir a dit un jour à Madame Fanshawe que c'était une pièce de famille. Un cadeau de sa sœur, je crois. Elle vit à Lyon. Madame Pembroke parut inquiète. « Tu ne penses pas que c'était le sien? Famille OMS? »« Oh non, » dit doucement Miss Marple. « Je soupçonne que la réponse est bien plus proche de chez nous. » Plus tard dans la journée, Miss Marple fit une visite discrète au terrain de la fête. La tente avait été démontée. L'herbe commençait à se régénérer sous le poids des pas et des tables. Mais elle savait ce qu'elle cherchait. Près de la haie, là où le plateau à truffes avait été posé, elle s'agenouilla et examina le sol. Il y avait une petite empreinte, ronde, nette comme la base d'un talon étroit, et à côté, coincée dans l'herbe,
un minuscule morceau de la même soie vert pâle. Elle l'a cueilli avec précaution et a souri intérieurement. Le soir, l'agent Crosby était rentré à son chalet avec des nouvelles. Le bijoutier de Market Exley avait contacté les autorités. La montre c'était la propriété de Lenoir. L'homme qui l'avait apporté, grand barbu avec une canne, avait disparu peu après avoir été refoulé. On dirait le même homme que celui vu chez Lenoir la semaine précédente, dit Crosby. Mais si c'est un vol, pourquoi laisser? Les chocolats? Parce que ce n'était pas un vol, répondit Miss Marple. C'était une opportunité. Quelqu'un a tué pour des raisons personnelles. La montre a simplement été volée pour vous induire en erreur. Elle jeta un coup d'œil vers sa table à coudre, où le fil vert brillait encore à la lumière. « Dis-moi, Peter, dit-elle, as-tu pensé à Miss Pritchard, l'institutrice? Non, elle est... Eh bien, elle est... célibataire, discret, prévisible. Autant de qualités qui aident les gens à se cacher. » Crosby pâlit. « Mais quel mobile aurait-elle? C'est ce que nous devons découvrir maintenant, dit Miss Marple. Elle n'était pas la seule à cacher quelque chose. Ce fil de soie est le premier véritable indice. Mais ce n'est pas le dernier. Maintenant, générez section 6 de l'histoire, en assurant une continuité harmonieuse avec la section précédente. Maintenez le même rythme, le même développement des personnages et la même accumulation de mystères, sans révélation, prématurée. Maintenez un nombre de mots constant, en faisant progresser le récit naturellement tout en menant à la section suivante. Vous avez dit, section 6, 1200 mots ChatGPT a dit, titre, Miss Marple et le chocolatier qui a fabriqué sa dernière truffe. Section 6, confrontation et secret. Le passé s'invite au thé jeudi, le ciel s'est étendu et bleu sur West Compton, comme pour défier obstinément le courant d'obscurité qui s'était installé sur le village. Les enfants ont repris leur jeu à la corde près du green. Le boucher a sifflé en aiguisant ses lames, et vu de l'extérieur, le village s'était remis du choc du meurtre. Mais Miss Marple savait qu'il n'en était rien. Des secrets planaient, encore dans l'air, accrochés aux murs de pierre et aux parterres de fleurs comme du lierre humide. Elle avait décidé, après mûre réflexion, qu'il était temps de remuer le feu, juste un peu, suffisamment pour faire émerger la vérité, là où elle s'était installée. Elle a commencé par rendre visite au colonel Fortescue. Sa maison, Ivycroft, était perchée sur une colline, entourée de buissons épineux et de symboles patriotiques. L'Union Jack flottait près de la porte, et quelque part à l'intérieur, une radio crépitait, accompagnant une marche militaire. Le colonel lui-même ouvrit la porte, vêtu d'un gilet repassé et de pantoufles, ce qui suggérait qu'il n'avait pas l'intention de recevoir de visiteurs. « Mademoiselle Marple, » dit-il, s'efforçant de faire preuve de galanterie, mais ne parvenant pas à dissimuler sa méfiance. « À quoi me vaut ce plaisir? Je passais par là, » dit Miss Marple d'une voix douce, « et je me suis surprise à penser à votre père. » Cela le surprit. Mon père, oui, n'a-t-il pas servi au Soudan? Je me souviens qu'il avait une belle collection de médailles. Fortescue, flatté malgré lui, la fit entrer. En effet, l'un des hommes les plus brillants qui ait jamais vécu. Il a combattu à Omdurman, vous savez. Le salon sentait vaguement le cognac et le cirage du cuir. Une vitrine de médailles poussiéreuses trônait en évidence sur la cheminée, ainsi que le portrait d'un homme sévère à la moustache encore plus sévère. Il a dû vous apprendre beaucoup de choses sur l'honneur, dit doucement Miss Marple en s'installant dans un fauteuil en chintz. Oh, en effet, il y a des codes à respecter, Miss Marple, même maintenant, alors que le monde s'est adouci. Il fit un geste vague vers la fenêtre. Vous comprendrez que cela a été profondément désagréable d'être suspecté, simplement parce que je n'aimais pas cet homme. Vous n'avez pas caché vos sentiments envers Monsieur Lenoir, dit-elle. Je ne cache mes sentiments envers personne. Il était louche, trop maniable, et je ne suis pas le seul à le penser. Lui devait-tu de l'argent? Cela lui coupa le souffle. Eh bien, ça ne te regarde pas vraiment. Faites-moi plaisir. Il hésita.
J'ai peut-être emprunté une petite somme. Il m'a promis un accès exclusif à sa prochaine cuvée de truffes. Il m'a dit que je pourrais les vendre en ville et faire un bénéfice. Je l'ai cru, c'était vraiment stupide. Ce n'était que 20 livres, mais il a renié le marché. Alors tu étais en colère. Très, mais pas meurtrier, dit-il sèchement. Pourtant, le lendemain, il était mort. Et sa montre, celle à laquelle il tenait tant, avait disparu. Les yeux du colonel se plissèrent. « Vous m'accusez, Miss Marple ?»« J'observe, colonel. C'est tout ce que j'ai toujours fait. Et j'ai constaté que les hommes désespérés font des choses désespérées. Je ne l'ai pas tué, dit-il doucement. Et si je découvre qui l'a fait, je lui serrerai la main pour m'avoir épargné 20 livres. » Miss Marple se leva. « Si vous vous souvenez de quelque chose d'inhabituel, quelqu'un aurait-il rendu visite à Lenoir avant la fête? J'espère que vous le mentionnerez. » Après son départ, le colonel Fortescue resta longtemps à sa fenêtre, les yeux fixés sur le verre. La prochaine destination sur la liste de Miss Marple était la boulangerie. Non pas pour les brioches, même si elle en acheta une, mais pour Elisa, la jeune fille qui avait été témoin du comportement étrange du chocolatier le jour de la fête. « Oh oui, » dit Elisa, en attachant une ficelle autour d'un paquet de scones. Il était différent ce jour-là, nerveux. Il regardait sa montre à gousset sans arrêt. Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas, sur le ton de la plaisanterie. Et il a juste souri et m'a dit « Le temps est la seule chose que nous ne possédons jamais vraiment. » C'est un peu morbide, maintenant que j'y pense. « Est-ce qu'il avait l'air effrayé ?» demanda Miss Marple. Pas effrayé, inquiet peut-être, comme s'il savait que quelque chose allait arriver. Et quelque chose s'est passé. Quelqu'un. Il était temps de parler à quelqu'un qui avait tout observé sans être observé. Cet après-midi-là, Miss Marple rendit visite au jeune Matthew Cobb, l'assistant épicier et ornithologue amateur, équipé d'un télescope assez puissant pour repérer un cil de rouge-gorge de l'autre côté de la rue. Il vivait avec sa mère, qui les laissa seuls dans le salon avec une part de gâteau Dundee d'une taille suspecte. « J'ai entendu dire que vous aviez vu quelqu'un d'inhabituel près du terrain de la fête la semaine dernière. » C'est a déclaré Miss Marple. Matthew rougit d'importance. « Oui, madame, la veille de la fête. J'observais la chouette perchée près de la roseraie et j'ai vu un homme arriver par l'allée. Décrivez-le. Grand, barbu. Il marchait avec une canne. Pas du coin. Il n'est pas entré par devant chez Lenoir, il a juste attendu derrière le pavillon. Lenoir est ressorti quelques minutes plus tard. Ils se sont disputés. Je n'ai pas entendu quoi, mais l'autre homme a fourré quelque chose dans la main de Lenoir. Une lettre, je crois. Puis il est parti en trombe. Est-il revenu? Je ne crois pas. Mais j'ai vu quelque chose d'étrange le lendemain. Mademoiselle Pritchard. Elle était près du pavillon avant l'arrivée des autres. Je croyais qu'elle ajustait les décorations, mais... Il marqua une pause. Elle portait des gants verts. Miss Marple eut un léger sourire. « Merci, Matthew, tu m'as été d'une grande aide. » Le soir, les pièces avaient commencé à s'aligner. Elle est rentrée chez elle, a mis une bouilloire sur le feu et a sorti son carnet. « Colonel Fortescue. Je dois de l'argent. Je suis en colère, mais impulsif, pas subtil. Mademoiselle Pritchard, connexion à la soie verte. Gants, seul près de la tente, mais pas de motif clair, jusqu'à ce qu'on songe qu'elle aussi avait vécu à Londres, bien avant de devenir la vieille fille la plus discrète de West Compton. Miss Marple récupéra une fine enveloppe dans son bureau, arrivée le matin même, timbrée à Lyon. Elle avait écrit à la sœur de Lenoir 3 jours plus tôt, sous couvert de simples condoléances. La réponse était simple mais accablante. Mon frère parlait souvent de l'anglaise qui avait ruiné sa carrière. Une collègue jalouse, disait-il, qui l'avait dénoncée aux autorités belges pour violation des taxes à l'exportation pendant la guerre. Son nom, je crois, était Margaret Pritchard. Cette nuit-là, Miss Marple était assise près du feu, son châle tiré près d'elle. Le motif n'était ni l'amour ni la cupidité. C'était la vengeance. Mademoiselle Pritchard avait été une jeune confiseuse, une rivale d'Étienne Lenoir, peut-être même sa supérieure.
Mais il lui avait volé quelque chose, du crédit, une opportunité, peut-être pire. Elle avait riposté, de la seule façon possible. Et il l'avait retrouvée, discrètement, sans prévenir. A-t-il menacé de révéler son passé, de se moquer d'elle, de récupérer quelque chose qu'il croyait lui appartenir? Une chose était sûre, le passé était revenu à la porte de Miss Pritchard, et elle y avait répondu avec une lame. Mais Miss Marple n'avait pas encore de preuves, seulement des filles, soyeux, verts et damneux. Il lui fallait un dernier geste pour être sûr. Les cloches de Saint-Luc sonnaient leur carillon endormi sur West Compton, et le courrier du matin arrivait avec la même lenteur joyeuse que d'habitude. Mais tandis que le soleil perçait les haies et que les oiseaux faisaient débruisser le lierre accroché au mur de pierre, quelque chose s'éveilla sous la routine du village. Non seulement la curiosité, mais la peur. Pour Miss Marple, la tension n'était plus abstraite. Elle avait une forme, une couleur et un nom dont elle était certaine. Et pourtant, la certitude n'était pas suffisante. Au cours de ces années d'observation, des pensions de bord de mère au salon tapissé de tromperies. Miss Marple avait appris que la suspicion nécessitait un appât et que les coupables se laissaient souvent tenter avec la plus grande obligeance lorsqu'ils se croyaient en sécurité. Mais avant qu'elle puisse concevoir ce test final, un événement inattendu se produisit, quelque chose qui bouleversa tout le mystère. Une lettre est arrivée au poste de police, adressée non pas à l'agent Crosby, mais à Monsieur Étienne Lenoir. Le courrier avait été retardé, transitant par son ancienne résidence d'Anvers et redirigé 2 fois avant d'atterrir au centre de tri de Market Hexley. L'écriture était grasse et masculine, le timbre étranger. Crosby, déconcerté, l'apporta directement à Miss Marple. « Je n'ai pas jugé bon de l'ouvrir moi-même, » dit-il en posant soigneusement l'enveloppe sur sa table. « Mais je pense que ça pourrait avoir de l'importance. »« Tout à fait, Peter, » répondit-elle, en tendant délicatement la main vers le coupe-papier. « Nous devons respecter les morts, même si nous essayons de les comprendre. » L'enveloppe contenait une seule feuille de papier épais et coûteux, avec un blason en haut, l'emblème de la guilde des chocolatiers, gravé en or. Miss Marple a lu à haute voix. « Étienne, je sais maintenant que vous étiez derrière le sabotage. De la vitrine bruxelloise. Vous avez payé ce douanier pour retarder mon envoi, afin que le vôtre puisse occuper le devant de la scène. J'ai eu tort de ne pas vous soupçonner à ce moment-là, mais je ferai justice, non pas par les tribunaux, mais par la vérité. Quand vous lirez ces lignes, je serai en Angleterre. Nous avons des affaires en suspens. J'ai sabotage, marmonna Crosby. Tu veux dire qu'il s'est fait des ennemis en Belgique? Miss Marple hocha la tête et plia soigneusement la lettre. Plus que des ennemis, des rivaux. Il semble que Monsieur Lenoir avait le don de charmer les autres en leur marchant sur le cou. « Mais qui est G ? Je soupçonne, dit-elle, que G est l'homme à la barbe et à la canne, celui qu'on a vu rencontrer Lenoir sur le terrain de la fête. Et maintenant, on sait pourquoi. Donc, il aurait pu être le tueur. Il avait un mobile, certes, acquiesça Miss Marple, mais pas la méthode. » Elle fit un geste vers la lettre. C'est le langage de la fureur. C'est une vengeance qui attend d'être vue, d'être reconnue. Celui qui a écrit cela voulait que Lenoir savoir qui l'avait battu. Et pourtant, le meurtre a été exécuté en silence, sous une tente, au milieu des douceurs et des visages souriants. Tu veux dire, pas assez dramatique pour un homme comme ça? Exactement. Pas de théâtre, pas de fioriture. Juste un coup de couteau en plein cœur, sous le regard de tous. Ce n'est pas un homme méprisé. Sa voix devint pensive. C'est une femme effrayée. Crosby fronça les sourcils. Revenons à Miss Pritchard alors. Pas seulement. Vers elle. Avancer à travers elle. Miss Marple se leva, alla à son bureau et en sortit un mot. C'était un faux doux et élégant, destiné à faire ressortir ce qu'une confrontation ne pouvait faire. On pouvait y lire. « Marguerite, je n'ai jamais raconté à personne ce qui s'est passé à Bruges. Je me souviens encore de ton regard, juste avant l'arrivée de l'inspecteur.
Si nous avions fait des choix différents, qui sait, je veux parler, plus de jeu. Retrouve-moi derrière le vieux pavillon au crépuscule. E.T. Crosby haussa les sourcils. Tu me tends un piège? Je lui donne l'occasion d'affronter un fantôme. C'est souvent tout ce dont on a besoin pour révéler sa vérité. Il hésita. Et si elle s'enfuit? Elle ne le fera pas. Pas encore. Ce soir-là, le silence régnait. Le terrain de la fête, désormais réduit à un espace vert vide, avec seulement quelques lignes blanches à la craie marquant les anciens emplacements des stalles, ressemblait à une scène après le dernier acte. Miss Marple attendait dans l'ombre des tilleuls, un châle enroulé autour des épaules. De son point de vue, elle pouvait apercevoir le chemin derrière l'ancienne tente à chocolat. Et bientôt, au moment même où la cloche du clocher sonnait 7 heures, une silhouette solitaire apparut. Mademoiselle Pritchard. Elle ne portait pas son cardigan habituel. Elle portait à la place un chemisier et une jupe lavande doux. Des vêtements qu'elle n'avait pas vus depuis le dernier concert de printemps du village. Elle ne portait rien d'autre qu'un petit sac à main. Elle s'arrêta au bord de l'herbe, regardant autour d'elle. Son corps était raide, méfiant. Mais il y avait autre chose dans sa posture. Pas de peur, pas encore. Regret. Elle s'avança, scrutant les ombres. Son souffle s'accéléra. Elle semblait prête à parler, sa bouche formant déjà les mots, peut-être des excuses, peut-être quelque chose d'amer, et puis elle a vu Miss Marple. « Toi », dit doucement mademoiselle Pritchard, « c'était toi. »« Oui », répondit Miss Marple. « Je suis désolée pour la plaisanterie. J'ai trouvé cela plus gentil qu'une accusation directe. » Mademoiselle Pritchard resta immobile. « Vous pensez que je l'ai tué. Je crois que vous l'avez connu il y a longtemps, avant ce village, avant qu'il ne soit Étienne Lenoir. » Mademoiselle Pritchard ne dit rien. « Vous étiez Margaret Pierce à l'époque, n'est-ce pas? Vous avez été formée à la même école à Bruges. Vous étiez encensée, talentueuse, et il a pris ce qui aurait dû vous revenir. » Finalement, les yeux de mademoiselle Pritchard se levèrent. « Il m'a humilié. Vous l'avez dénoncé, au douanier. Il vous a accusé d'avoir terni sa réputation, et il vous a retrouvé, ici, discret et invisible, à West Compton. Il a menacé de me dénoncer, dit-elle d'une voix basse. Il a dit qu'il le dirait au village. Il a dit que je perdrais tout. Mon poste, ma pension. Même ici, dans ce petit coin, ma vie serait ruinée. Alors tu l'as tué? Non, s'écria-t-elle. Je voulais juste l'effrayer. J'ai pris sa montre. Je savais combien il l'aimait. Je voulais qu'il sache qu'il n'était pas intouchable. Mais quelqu'un d'autre l'a touché, dit doucement Miss Marple. Quelqu'un qui s'est servi de ta présence, de ton passé, comme d'un bouclier. Mademoiselle Pritchard tressaillit. Que voulez-vous dire? Miss Marple s'avança. Je crois que quelqu'un d'autre vous observait tous les deux, quelqu'un qui connaissait votre secret, et qui savait que si Lenoir mourait, les soupçons se porteraient sur cette vieille fille amère, avec un mobile et du fil à broder sous les ongles. Mademoiselle Pritchard ouvrit la bouche, puis la referma. « Il faut qu'on se reparle, Margaret, » dit doucement Miss Marple. « Demain, pas en tant que suspecte et détective, mais en tant que deux femmes qui ont vu ce que des hommes comme Lenoir laissent derrière eux. » L'institutrice se détourna. Ses mains tremblaient. « Je ne l'ai pas tué, » murmura-t-elle, « mais je peux te dire qu'il a peut-être fait. » Cette nuit-là, Miss Marple rentra chez elle, avec l'esprit plus vif que jamais. Le mystère s'était déformé. Pas brisé, pas résolu, mais modifié. Mademoiselle Pritchard avait un mobile, mais pas de méthode, pas de courage. Le meurtrier était toujours caché, toujours confiant, toujours en train de jouer son jeu. Et maintenant, Miss Marple allait commencer son test final. Le lendemain apporta une étrange clarté à West Compton. Le soleil après des jours de bruine, le chant des oiseaux ininterrompu, par des murmures, et un calme trop parfait pour être naturel. La place du village, malgré sa tranquillité retrouvée, semblait étrangement vide. L'air semblait se souvenir des rires de la fête, de l'odeur du chocolat fondant,
du silence, qui avait suivi un cri. Miss Marple n'était pas du genre à faire des scènes, mais elle savait quand les derniers fils d'un mystère se tendaient, et comme toute couturière expérimentée, elle comptait tirer doucement, avec précision, jusqu'à ce que le tissu cède et que la vérité froissée et résistante soit révélée. L'identité du meurtrier, soupçonnait-elle, se cachait. Derrière une mise en scène, celle de la respectabilité, du chagrin, de l'innocence. Et maintenant, il était temps de modifier légèrement cette mise en scène et de voir le masque tomber. Elle a commencé par une visite à Madame Fanshawe. La veuve reçut Miss Marple dans son petit salon, vêtue de soie lavande, entourée de magazines féminins sur papier glacé et de loukoums à moitié engloutis. Son châssis à moi, Marius se prélassait dans un rayon de soleil à proximité, ronronnant comme si le monde était parfaitement en ordre. « Je pense vraiment, » dit Madame Fanshawe en acceptant une seconde part de sablé, « que le village est bien trop prompt à pointer du doigt. La pauvre Alice a assez souffert, et cet horrible colonel, avez-vous vu comme il se pavane, faisant comme si la guerre était toujours en cours? Je pense plutôt que le colonel Fortescue a passé sa vie à essayer de revivre cela, dit Miss Marple sèchement. Eh bien, dit la veuve en enlevant une miette de son chemisier, vous ne soupçonnez pas moi, j'espère? Miss Marple sourit aimablement. Bien sûr que non, mais il m'est venu à l'esprit en passant que vous en saviez plus sur Monsieur Lenoir que quiconque au village. Madame Fanshawe émit un léger halètement théâtral. Ma chère Jane, je suis flatté et blessé. Étienne et moi étions amis, c'est tout. Saviez-vous qu'il a déjà été marié? Silence, puis un clignement des yeux. Marié? Oui, en Belgique. Sa sœur l'a mentionné en passant. Brièvement, de façon désastreuse. Une union de convenance, mais avec qui elle n'a pas précisé. Je n'en avais aucune idée, dit Madame Fanshawe, la voix tremblante pour la première fois. C'est curieux. Miss Marple se leva. J'imagine qu'elle voudra bientôt récupérer ses affaires, surtout la montre. Madame Fanshawe leva brusquement les yeux. Ils l'ont trouvé. Pas encore. Mais ils le feront. Miss Marple laissa son hôtesse regarder fixement au loin, ses doigts se resserrant imperceptiblement autour de l'anse de sa tasse de thé. 1. Elle rendit ensuite visite à M. Longworth. L'organiste la reçut dans sa véranda, où des recueils de cantiques poussiéreux étaient empilés sur un piano droit et où le lierre s'infiltrait par les vitres. « J'aimerais tellement qu'on arrête de tourmenter Alice, » dit-il d'un ton bourru. « Elle a à peine quitté sa chambre. J'ai presque envie de l'emmener à Brighton. Cela pourrait lui faire du bien, » dit Miss Marple. « L'air frais et la distance sont souvent bénéfiques. Elle a déjà assez souffert sans être accusée de meurtre. Je ne crois pas qu'elle soit coupable, » dit simplement Miss Marple. Longworth la regarda, méfiant. « Alors, pourquoi es-tu ici ?»« Pour poser une question que je n'ai jamais posée. » Elle se pencha en avant. « Saviez-vous que Monsieur Lenoir a un jour tenté de faire chanter une jeune femme à Londres? Son visage se crispa. Alice m'a dit qu'il lui envoyait des lettres. Elle a dit qu'il menaçait sa réputation. Et, pourtant, quand je lui ai demandé pourquoi elle avait si peur, elle a répondu qu'elle n'avait dit toute la vérité à personne. Et Monsieur Longworth serait dit. Qu'insinuez-vous? Peut-être en saviez-vous plus sur sa relation avec Lenoir que vous ne le laissiez paraître. Peut-être l'avez-vous confronté. Peut-être l'avez-vous mis en garde. Je ne lui ai jamais parlé directement, a-t-il rétorqué. Et si je l'avais fait, je n'aurais pas attendu la fête pour agir. Je le lui aurais dit en face. Miss Marple se leva. Alors, je suppose que nous pouvons considérer cela comme réglé. Elle le laissa dans un état d'agitation, marchant de long en large près du piano, les poings serrés. 2. Elle a passé son dernier appel cet après-midi-là au poste de police. L'agent Crosby attendait, comme prévu, avec un présentoir soigneusement préparé dans l'arrière-boutique. Le plateau de chocolat avait été nettoyé et remis en place. 5 truffes étaient soigneusement disposées à l'intérieur, identiques aux truffes de minuit qui avaient régalé les villageois juste avant le meurtre. Miss Marple les avait recréées de mémoire,
à l'aide d'un livre de recettes belges et de la cuisine de Madame Bambury. Et maintenant, le piège était prêt. Ce soir-là, elle a invité 5 personnes à prendre le thé au presbytère sous prétexte de guérison communautaire. Parmi les invités figuraient Madame Fanshawe, colonel Fortescue, Mademoiselle Pritchard, Alice Longworth, Monsieur Longworth. Le thé fut servi. On discuta de tout et de rien. Miss Marple posa des questions polies sur les friandises préférées et sur la façon dont chacun avait apprécié la fête avant le désagrément. Puis, sans commentaire, elle posa le plateau sur la table. Quelqu'un voudrait-il goûter une dernière fois aux créations de Monsieur le Noir? Silence. Le colonel Fortescue se servit immédiatement en choisissant un avec panache et le mettant entier dans sa bouche. « Humph, dit-il, il a un peu trop insisté. Sur l'absinthe, non. » Madame Fanshawe hésita puis en choisit un, les doigts tremblants. Il disait toujours que l'amertume faisait partie de la séduction. Alice déclina. Monsieur Longworth fronça les sourcils et marmonna quelque chose comme « des bêtises étrangères ». Mademoiselle Pritchard prit le plus petit, le renifla et le mit de côté sans y toucher. Puis Miss Marple se leva. « Curieux, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Ils se ressemblent tous, mais l'un d'eux est différent des autres. » La pièce devint silencieuse. « Celle-là, » dit-elle, en désignant la truffe choisie par Mademoiselle Pritchard, contient un petit morceau de fil de fer, dangereux en cas d'ingestion, potentiellement mortel. 4 têtes se tournèrent vers Miss Pritchard qui pâlit. « Mais elle ne l'a pas mangé, » poursuivit Miss Marple. « Elle l'a reconnu, tout comme à la fête. C'est pour ça qu'elle n'en a pas mangé non plus. Vous l'accusez encore ?» aboya Monsieur Longworth. « Non, dit doucement Miss Marple. Je l'absous, parce qu'il n'y a qu'une seule personne ici qui a toujours su ce qui se passait. À l'intérieur les chocolats. Un seul qui a aidé le noir à les préparer sous couvert de dégustation, et qui avait le droit d'y glisser quelque chose, sans se faire remarquer. Elle s'est retournée. « À vous, Madame Fanshawe. » La pièce devint silencieuse. La veuve la regarda bouche bée, figée. Puis sa main se dirigea brusquement vers sa tasse de thé et s'arrêta, tremblante. « Vous saviez qu'il vous avait trahi, » dit doucement Miss Marple. « Pas seulement comme amant, mais aussi comme partenaire commercial. Il a utilisé vos recettes en Belgique. Il les a fait passer pour les siennes. J'ai trouvé les notes dans sa cuisine. Elles sont écrites de votre main. » Madame Fanshawe s'affaissa sur son siège. « Il a dit que je n'étais rien, » murmura-t-elle. « Il a dit que personne ne croirait qu'une veuve de 70 ans puisse inventer quoi que ce soit. Il s'est moqué de moi. Alors, vous avez... » « Attendu, » dit Miss Marple. « Vous l'avez regardé charmer le village. Et quand il a dit qu'il partait bientôt, avec vos recettes, encore une fois, vous avez agi, vous connaissiez le programme de la tante. Vous l'avez aidé à l'installer, vous avez laissé le plateau sur la table. Mais une truffe n'était pas censée être goûtée. Je ne pensais pas que ça ferait mal, murmura-t-elle. Juste le rendre malade, juste assez pour l'arrêter. Mais quelqu'un d'autre a changé ton plan, dit Miss Marple. Quelqu'un l'a poignardé. Peut-être ont-ils paniqué. Peut-être ont-ils pensé qu'il avait mangé le bonbon empoisonné. Elle se tourna lentement vers M. Longworth qui la regardait, livide. « Je l'avais prévenu, » dit-il d'une voix rauque. « Je lui ai dit de la laisser tranquille. Mais il s'est moqué de moi aussi. » Silence. 2 meurtriers, un empoisonnement prémédité, un coup de couteau impulsif. Aucun des deux ne savait que l'autre avait préparé le terrain. Cela avait été, pensa Miss Marple, un crime parfaitement imparfait. Maintenant, générer section 9 de l'histoire, en assurant une continuité fluide avec la section précédente. Conserver le même rythme, le même développement des personnages et la même accumulation de mystères, tout en dévoilant la révélation complète. Maintenez un nombre de mots constant et progressez naturellement vers la résolution. Vous avez... Titre, section 9200, mot ChatGPT a dit. Titre, Miss Marple est le chocolatier qui a fabriqué sa dernière truffe. Section 9, la révélation. 2 mains, une mort l'espace d'un instant,
Après la déclaration silencieuse de Miss Marple, la salle retint son souffle. C'était comme si l'atmosphère même du presbytère avait été pétrifiée, réduite au silence par le poids inattendu de la vérité. Madame Fanshawe fixait sa tasse de thé, la main tremblante, au-dessus de la délicate soucoupe en porcelaine. En face d'elle, le visage de M. Longworth était devenu pâle de fureur ou de peur, peut-être des deux. « Tu l'as tué » murmura Alice d'une voix ténue. Ses yeux, grands ouverts et humides, étaient fixés sur son père. « Tu l'as poignardé. » M. Longworth ne répondit pas, pas immédiatement. Il regarda sa fille, et la dureté de son expression fit place à autre chose. L'angoisse. « Je ne voulais pas, » dit-il enfin. « Je ne suis pas allé là-bas pour le tuer. » Miss Marple, toujours aussi calme, hocha doucement la tête. « C'est souvent comme ça que ça commence, Monsieur Longworth. Mais une fois que l'émotion prend le dessus, la frontière entre avertissement et violence s'estompe très vite. Il l'avait ruiné, poursuivit Longworth. Il l'avait suivi jusqu'ici, l'avait nargué, avait tenu des propos voilés à la fête. Il avait l'intention de l'humilier à nouveau, devant tout le village. Et il n'arrêtait pas. Il se tourna vers Alice. « Tu étais trop effrayée pour parler, mais moi, non. Je l'ai suivi derrière le pavillon après la manifestation. Il était seul. Il mangeait quelque chose. Je l'ai confronté. Je lui ai dit que je savais tout, que s'il ne quittait pas la ville, je le dénoncerais pour chantage. Il m'a ri au nez. « Avez-vous vu le plateau ?» demanda Miss Marple. « Celui que Madame Fanshawe l'avait aidé à préparer ?» Longworth hocha la tête. Il l'avait à proximité, mais il n'a pas semblé le remarquer. Je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que quelqu'un vienne le chercher. Miss Marple inclina légèrement la tête. « Et vous portiez quelque chose. »« Mon canif, » admit-il. « Je m'en étais servi pour réparer la pédale de l'orgue ce matin-là. Je l'avais encore dans mon manteau. Quand il s'est détourné, toujours en riant, j'ai juste... Tu as réagi. » Il n'a pas cherché à nier. Je l'ai poignardé. C'était rapide. Il a titubé un peu, a essayé de dire quelque chose, puis s'est effondré. Alice émit un petit son étranglé. « Et tu ne me l'as pas dit. »« Comment aurais-je pu ?» dit-il d'une voix rauque. « Tu étais déjà soupçonné. Si j'avouais, ils penseraient qu'on a tout planifié ensemble. Ou pire, que tu m'aurais incité à le faire. Mais je ne le savais pas, » dit-elle d'une voix désormais ferme, plus ferme que soyeuse. Je ne le savais même pas. Miss Marple intervint doucement. « Et pourtant, en la protégeant, vous avez laissé sa réputation en pâtir. Les gens ont commencé à chuchoter à propos de lettres, de relations indécentes. Cela a dû être difficile pour un père. Monsieur Longworth laissa tomber sa tête dans ses mains. C'était vrai, que Dieu me pardonne. » Miss Marple se tourna alors vers Madame Fanshawe, qui n'avait pas parlé depuis la révélation. « Et toi ?» dit-elle doucement. « Tu as choisi le poison. Discret, subtil et indéniable. Saviez-vous que quelqu'un d'autre l'avait confronté avant que vous ne prépariez les truffes ?» Madame Fanshawe secoua lentement la tête. « Non, il ne m'a rien dit. Mais il était agité quand j'ai apporté le plateau. Il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil au rabat de la tente. Il a demandé si quelqu'un avait pris de ses nouvelles. » Miss Marple hocha la tête. « Et c'est à ce moment-là que tu as glissé le bonbon contaminé dans le plateau ? » « Je l'avais caché dans mon sac à main, » dit la veuve d'une voix faible. « Ce n'était pas censé tuer, juste un agent léger pour le rendre malade. Il devrait se reposer. Il raterait le reste de la fête, retarderait son départ. Je me suis dit que je pourrais peut-être le confronter plus tard, avec moins de spectateurs. Mais vous n'en avez jamais eu l'occasion, » dit le colonel Fortescue d'un ton bourru, les bras croisés, parce qu'il était déjà mort. Mademoiselle Pritchard, restée silencieuse jusqu'alors, ajouta à voix basse « Et j'ai été désigné comme bouc émissaire. »« En effet, » dit Miss Marple, « vous qui avez simplement eu le malheur d'avoir une vieille relation et une bobine de fil assortie. » Il y eut un long et lourd silence, tandis que les pièces se rassemblaient. « Et maintenant ?» demanda Alice, les yeux toujours fixés sur son père. « Ça dépend, » dit Miss Marple, en se tournant vers l'agent Crosby,
qui se tenait juste derrière, la porte casquette à la main. Il avait été appelé discrètement, observateur silencieux jusqu'à cet instant. Crosby s'éclaircit la gorge. « C'est au-delà de ce que j'imaginais, mais nous devons le signaler. Les deux actes, ceux de Madame Fanshawe et de Monsieur Longworth, doivent être consignés par écrit et soumis à l'enquête du coroner. Je leur dirai tout, dit Longworth, mais laissez ma fille en dehors de ça. » Miss Marple hocha légèrement la tête. « Ce sera aux tribunaux de juger, mais ils constateront son innocence. Elle a été doublement victime. »« Et moi ?» demanda Madame Fanshawe, sa voix à peine audible. « Vous serez jugé sur ce que vous destinez. Ce n'est pas ce que vous avez accompli, » dit doucement Miss Marple, « et le tribunal pourrait considérer vos actions comme désespérées plutôt que malveillantes. » Personne n'a parlé pendant un moment, puis Miss Marple rassembla ses affaires. « Je pense, » dit-elle doucement, « que West Compton mettra du temps à se rétablir. Mais les villages ont le don de se réparer comme une courte pointe bien rapiécée. Les cicatrices sont visibles, mais les soins aussi. » Elle se tourna vers Alice et lui adressa un sourire chaleureux et maternel. « Il n'y a pas de honte à survivre, ma chère, seulement dans le silence. » Alice hocha lentement la tête. « Merci, Miss Marple, d'avoir vu ce que les autres n'ont pas vu. » La vieille dame offrit son bras à l'agent Crosby. « On marche, Peter ? J'aurais bien besoin d'un peu d'air. » Alors qu'il sortait dans la fraîcheur du soir, Crosby secoua la tête. « Tu le savais depuis le début, n'est-ce pas ? » « Je me doutais de beaucoup de choses, » répondit Miss Marple. « Mais il faut attendre que l'histoire se raconte. Comme pour le thé, si on précipite l'infusion, on n'obtient que de l'amertume. » Il sourit faiblement. « Et pourtant, tu sembles toujours avoir la force qu'il te faut. » Elle rit. « L'expérience, mon cher, et l'écoute. Les gens vous en disent de plus dans ce qu'ils disent. Ne le faites pas, disent, que ce qu'ils font. » Derrière eux, la porte du presbytère se referma doucement. Le vent agitait les lilas. Quelque part, un chien aboya. West Compton était redevenu silencieux. Mais ce ne serait plus jamais tout à fait pareil. L'été s'achevait à West Compton, comme s'il avait lui aussi besoin de repos après les bouleversements. Les jours raccourcissaient, les jardins se faisaient plus calmes. Et si les villageois reprenaient leurs habitudes, messe dominicale, fabrication de confitures et hochements de tête échangés par-dessus les haies basses, l'air était, désormais empreint d'une autre atmosphère, une sorte de prudence, comme si chacun avait jeté un coup d'œil sous la surface soignée du village et aperçu l'enchevêtrement de racines en contrebas. Dans la semaine qui a suivi l'enquête, les déclarations officielles ont été recueillies et le dossier soigneusement constitué. M. Longworth avait avoué tous ses crimes, invoquant la peur et l'instinct paternel. Son acte, bien que criminel, a été jugé dépourvu de préméditation. Le coroner a qualifié l'acte d'homicide volontaire, un meurtre tragique, commis sous le coup de l'émotion. Le tribunal a fait preuve de clémence. Il a purgé une peine, certes courte, non pas pour l'acte, mais pour le silence qui a suivi. Quant à Madame Fanshawe, sa truffe empoisonnée resta intacte, mais non sans conséquence pour la loi. Ses actes furent jugés comme une mise en danger imprudente, et bien qu'elle échappât à la prison, elle encourut la plus lourde peine pour une femme de son rang, la disgrâce. Ses salons du mardi cessèrent. Ses invitations diminuèrent. Même Marius, son siamois adoré, était moins souvent vu en vitrine, et Margaret Pritchard, autrefois un spectre suspect, devint tout autre. Miss Marple avait pris un soin particulier à la ramener dans l'entourage du village. Elle organisait une petite exposition de broderie à la salle paroissiale et exhortait la femme du pasteur à vanter ses magnifiques broderies devant quelques auditoires bien choisis. Les gens se sont vite rappelés, comme par hasard, que Margaret avait autrefois aidé à financer les agenouilloirs de l'église, et à la fin du mois, elle était de nouveau assise sur son banc habituel, avec son recueil de cantiques enveloppé dans du papier de soie. Mais certaines choses ne sont pas revenues à ce qu'elles étaient. Alice Longworth, désormais libérée de la peur,
mais non épargnée par elle, passait plus de temps à arpenter les sentiers boisés qui longèrent le village. Autrefois pâle et anxieuse, elle avait trouvé une étrange force dans les suites de la tragédie. Une résilience forgée non par le déni, mais par l'endurance. Miss Marple avait pris le thé avec elle à plusieurs reprises depuis. Elles parlèrent peu des événements. Ce n'était pas nécessaire. « Je pensais être faible », avait dit Alice lors d'une de ses visites. « Mais ce n'était pas le cas. J'étais juste seule. »« Tu avais peur », répondit doucement Miss Marple. « Et ceux qui connaissent à la peur savent aussi y survivre. C'est une forme de courage. » Alice sourit à cela. C'était un sourire discret, mais sincère. Fin août, le champ de la fête avait été taillé, réensemencé et préparé pour la foire des moissonneurs. Les enfants y couraient à nouveau, riant en se bousculant, indifférents à la sombre histoire du sol. Le temps, semblait-il, pouvait aplanir même les sillons les plus rudes, s'il faisait son œuvre. Et qu'en est-il de Miss Marple? Elle retourna à ses roses, à son tricot, à ses thés tranquilles avec des amis qui ne soupçonnaient pas vraiment à quel point ses observations étaient perspicaces. Un matin, elle était assise dans son salon avec Madame Banbury, qui avait apporté un nouveau Le Monde kurde et sa dernière théorie sur Kivremanta, déclenché l'incendie de la bibliothèque du village en 1934. « Avez-vous remarqué, dit Madame Banbury en baissant la voix, à quel point le colonel est devenu silencieux depuis toute cette affaire? Je suppose qu'il réfléchit, dit Miss Marple d'une voix douce, en étalant du lait caillé sur du pain grillé. Pensez-vous qu'il ait jamais soupçonné quoi que ce soit? Oh, dit Miss Marple avec un petit sourire, le colonel soupçonne tout le monde de quelque chose. C'est sa façon de se sentir maître de la situation. Madame Banbury rit doucement. Et toi, Jane, tu ne m'as jamais dit comment tu allais soin, vraiment? Je savais que c'était Madame Fanshawe. Miss Marple posa son couteau à beurre et essuya ses lèvres avec une serviette. Eh bien, dit-elle, il y avait le fil conducteur, bien sûr. Et le fait qu'elle refusait de manger les truffes qu'elle prétendait adorer. Mais en réalité, c'était bien plus simple. Quoi? Elle a dit un jour que les truffes de Le Noir étaient infusées avec désir, un mot très spécifique. Peu de gens l'emploieraient pour le chocolat. Mais le genre de mot qu'emploierait quelqu'un qui a un jour écrit ces mêmes recettes, qui a créé quelque chose et a ensuite regardé quelqu'un d'autre le reproduire. Madame Banbury cligna des yeux. Mais comment en étais-tu sûre? Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Je ne l'étais pas, jusqu'à ce que je lui en propose une autre. Personne, convaincue d'avoir échoué, ne prendrait le risque d'échouer à nouveau. Mais elle l'a fait. Et quand elle a vu la truffe d'essai, devant elle identique en apparence mais d'origine inconnue, elle a paniqué. Madame Banbury la regarda avec une admiration renouvelée. « Tu es un gaspillage d'argent avec les clubs de jardinage, Jane. » Miss Marple sourit. « Les jardins sont très instructifs. Vous savez, on en apprend beaucoup sur la nature humaine en observant la façon dont les gens traitent leur sol ou leurs mauvaises herbes. Dehors, le vent s'était levé. Quelques feuilles dansaient au bord de la pelouse, annonçant le changement de saison. Miss Marple se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue. Le calme était revenu. Un enfant poursuivait un chien. Madame Draper faisait rouler son panier. Quelqu'un sifflait l'hymne « Le matin est tombé ». Et pourtant, pensait-elle, derrière chaque fenêtre se cachait encore la grande et silencieuse complexité de la nature humaine. Elle avait toujours cru que les pires crimes n'étaient pas commis par des monstres. Ils provenaient de gens ordinaires, des gens dont les déceptions étaient enfouies au fond d'eux-mêmes, comme de vieilles lettres d'amour, dont les espoirs restaient inexprimés, dont les peurs étaient refoulées jusqu'à s'envenimer. Monsieur, le Noir n'était pas mort parce qu'il était mauvais. Il était mort parce qu'il avait usé de charme pour priver les autres de leur valeur, de leur dignité. Et deux personnes, l'une subtile, l'autre brutale, avaient riposté. Au final, il n'avait fallu ni empreinte digitale,
ni expertise scientifique pour résoudre l'affaire. Il avait fallu seulement observer, écouter, comprendre, et douter, toujours douter. Alors que les cloches sonnaient 10 heures, Miss Marple s'est réinstallée dans son fauteuil et a repris son tricot. Après tout, un village ne manque jamais de mystère, ni de gens prêts à sourire tout en gardant des secrets derrière les yeux. Et Miss Marple, patiente et non trompée, serait là, observant, cousant ensemble les vérités cachées, une boucle minutieuse à la fois.